Guerre et paix. Quand la poussière sera retombée sur la prochaine guerre israélo-palestinienne ou israélo-arabe, nous serons certainement les vainqueurs. Et vous, Monsieur le Premier ministre, vous surgirez de la fumée du champ de bataille pour prononcer les plus brillants des éloges devant les tombes fraîchement creusées. Vous pourrez même persuader beaucoup de gens qu'il s'agissait de la plus justifiée de toutes les guerres menées par les Juifs. Ce sera une guerre dans laquelle nous gagnerons toutes les batailles. Mais ces victoires ne nous conduiront nulle part d'autre qu'au point de départ. Qui mieux que vous sait que lorsque la dernière bataille sera terminée et que nous serons de nouveau obligés de nous asseoir à la table de négociation avec les Palestiniens et les représentants des pays arabes, avec les Américains, les Européens, et peut-être aussi avec une participation internationale, nous devrons discuter des mêmes questions territoriales douloureuses, de Jérusalem et du droit au retour des réfugiés. Ainsi s'exprimait à la fin de l'année 2000 dans une lettre ouverte au Premier ministre Ehud Barak, intitulée « Une minute avant la prochaine guerre ». Shaul Michal, un professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Son raisonnement implacable s'appuyait sur 50 ans d'une douloureuse histoire. 1950, Israël existe dans des frontières élargies. Sa population a doublé entre 48 et 51. L'État, reconnu internationalement, adhère à l'Organisation des Nations Unies. Il est désormais un fait accompli, malgré le refus arabe de le reconnaître. La Palestine, elle, a disparu de la carte géographique, mais aussi politique. Les Palestiniens sont dispersés. Certains sont devenus des citoyens d'Israël, d'autres de la Jordanie. Des centaines de milliers croupissent dans les camps, dans l'exil. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Nous connaissons de multiples exemples de peuples terrassés, effacés de la surface du globe, soit par extermination, soit par assimilation à d'autres. Moshe Sharett, ministre israélien des Affaires étrangères, expliquait en 1948 : « Les réfugiés palestiniens trouveront leur place dans la diaspora. Grâce à la sélection naturelle, certains résisteront, d'autres pas. La majorité deviendra un rebut du genre humain et se fondra dans les couches les plus pauvres du monde arabe. » À l'appui de cette hypothèse, on pouvait invoquer les échanges massifs de population qui avaient suivi la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'Allemands furent expulsés vers l'ouest par le nouveau tracé des frontières. Des millions de personnes se croisèrent sur les routes lors du partage de l'Inde et de la création du Pakistan en 1947. Pour les Palestiniens, les choses en sont allées autrement. Pourquoi ? Parce que les États arabes ont rejeté leur intégration. Si la politique de ces gouvernements à l'égard des réfugiés n'a pas été et n'est pas toujours très hospitalière, elle a varié en fonction des pays et selon les époques. C'est avant tout le refus obstiné, têtu, de renoncer à ces centaines de milliers de paysans et de villageois qui explique cet état de fait.
Ce refus s'arc-boutait sur une idée, celle d'un retour rapide dans les foyers. L'exil, supposait-il, n'allait durer que quelques mois. Les armées arabes allaient se ressaisir. Un miracle allait se produire. Mais leur obstination témoignait aussi d'une identité enracinée que le malheur des camps et les déchirements de l'exil allaient fortifier. Une nouvelle génération de militants a transformé ce sentiment diffus en une force politique. La renaissance palestinienne s'est amorcée. Elle s'épanouit dans le contexte radicalement nouveau des années 50 et 60. Deux lignes de fracture partagent le monde depuis 1917. L'une, qui oppose les pays capitalistes à l'Union soviétique, puis, après 1945, à ce que l'on appellera le camp socialiste. L'autre, qui sépare l'Occident des pays colonisés, que l'on désignera plus tard dans le vocable de tiers-monde ou de Sud. En 1945, le Nord domine la planète. Quelques pays asservissent l'essentiel du continent africain, le Proche-Orient, l'Indochine, l'Inde, etc. En 20 ans, le planisphère est chamboulé. Un à un, les peuples conquièrent leur indépendance. Des dizaines de nouveaux États forcent les portes des Nations unies. Le mouvement des non-alignés, lancé en 1955 à Bandung, en Indonésie, prend son essor. En Algérie comme au Vietnam, la libération se profile au bout du fusil. En Amérique latine, à l'exemple de Cuba, les guérillas s'étendent contre les régimes militaires ou pro-américains. Les années 50 et 60 sont celles des révolutions, de la révolution. L'Occident incarne le passé. L'avenir sera à la révolution, au socialisme. Le monde arabe n'est pas épargné. Des mouvements populaires ébranlent les trônes que mettent à bas des officiers trentenaires. Gamal Abdel Nasser et les officiers libres prennent le pouvoir au Caire le 23 juillet 1952. Abdelkarim Qassem brise la monarchie à Bagdad le 14 juillet 1958. Le désastre de l'expédition de Suez en 1956 marque l'effondrement des rêves de récupération britannique et français. La fusion de l'Égypte et de la Syrie en un seul État sous le nom de République arabe unie en 1958 déchaîne des vagues d'espérance. La voix des Arabes, la radio du Caire appelle à l'unité, du Maroc au golfe arabo-persique, du Soudan à la Syrie. Les Palestiniens vibrent au discours de Nasser, à ses homériques éclats de rire en forme de défi aux impérialistes. L'Algérie accède à l'indépendance en 1962. Dans ce contexte de radicalisation, et alors que les signaux de paix émis par les officiers libres ou par d'autres dirigeants arabes en direction d'Israël restent sans écho, s'ouvre une ère de surenchère. Nasser, le dirigeant le plus populaire de la région, à la tête de l'État le plus puissant, se heurte aux autres centres de pouvoir dans le monde arabe. Les pays réactionnaires, comme l'Arabie saoudite ou la Jordanie, mais aussi ceux qui ont choisi une voie révolutionnaire, comme l'Irak de Qassem. Dans cette compétition, la Palestine devient un enjeu. Qui en sera le meilleur défenseur? Nasser ou Qassem?
une dynamique s'enclenche. En septembre 1963, la Ligue arabe coopte comme représentant de la Palestine Ahmed Choukairi, jusqu'à ce que le peuple palestinien soit en mesure d'élire ses représentants. Le premier sommet des chefs d'État arabes réunis au Caire du 13 au 17 janvier 1964 décide de jeter les bases d'une entité palestinienne. Le 28 mai s'ouvre à Jérusalem le premier congrès national palestinien qui marque la création de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP.